Oui, on va partager un moment avec vous, Serge Joncourt. 1 an et demi de voyage quasiment dans toute la France pour ce dernier livre, L'écrivain national. C'était quoi? C'était une manière de... Dans ce livre, vous parlez des relations des écrivains avec les bibliothèques, les librairies, les mairies, en allant comme ça d'une bibliothèque à une autre, d'une mairie à une autre, hein, d'une ville à une autre. C'était pour préparer l'écrivain national 2. Oui, bonsoir tout d'abord. Écoutez, non, pas tant que ça. Je, je vous envie parce que vous avez l'air tous bien assis. Il y a un truc bizarre là, des c'est vrai. fauteuils épatants. Et alors, c'est une chaise. Non, non, mais elle est très bien. Hein. Il faut juste il faut l'appréhender, quoi. Enfin, il faut une petite heure hein, pour. De loin, elle est jolie. Je la voyais tout à l'heure, je me disais, elle fait envie, puis finalement. Donc, c'est un peu le dispositif qui est celui du roman et celui qu'on vit là. D'une certaine façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, tiens, je vais faire une rencontre en librairie ou en bibliothèque, en médiathèque, et à chaque fois, ça se passe d'une façon différente. Chaque fois, l'ambiance est différente, les sièges sont différents. J'en parle d'ailleurs à un moment dans la rencontre en librairie, là, parce que quand un auteur sort un livre, enfin moi j'avais un peu envie de parler de ça, c'est-à-dire on a toute une littérature autour de l'auteur qui n'arrive pas à écrire, la peur de la page blanche, ou l'auteur qui tourne autour de son sujet, ou bon, et en fait il y a assez peu de choses autour de l'auteur une fois que son livre est écrit, c'est-à-dire surtout qu'aujourd'hui il y a une forme d'organisation comme ça, il y a un schéma, c'est-à-dire on parle de son livre à la radio, à la télé si on est invité, mais avant tout dans des librairies à droite à gauche, parce que de plus en plus de librairies organisent des rencontres, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 20 ans. Oui. Et puis, comme ce soir, hein, les médiathèques. Alors, ce soir, on n'est pas là pour parler précisément de... Je ne suis pas en promotion, comme on dit. Et de ça, j'avais envie de parler parce que finalement, un auteur, c'est quelqu'un qui se retrouve en permanence en situation dans des environnements qui découvrent, des villes souvent. Enfin, moi, Limoges, je connaissais, mais il y a des tas de villes que j'ai pu comme ça, découvrir simplement au travers de, je ne sais pas, Colmar ou d'autres. Enfin bon, parce qu'on en parlait de Colmar. C'est des villes vers lesquelles je suis allé par le biais du livre. Et ça peut durer entre 3 et 6 mois de la vie d'un auteur, de parler de son livre. Et après, il y a aussi la résidence d'auteur, qui est une sorte d'exercice un peu particulier, où on invite un auteur à venir passer 3 semaines ou 3 mois, rarement plus, hein, dans une ville. Et puis, en contrepartie de quoi, alors, il fait des animations, des rencontres en collège, en prison. Enfin bon... Donc voilà, c'est une façon aussi de propulser l'auteur hors de son schéma et de son confort, si tant est qu'il en est un. Donc je trouve ça pas inintéressant, moi, de sortir en permanence de sa vie. Parce que, d'une certaine façon, quand j'écris un roman, il y en a plusieurs, là, ça fait plaisir. Ouais. Ils sont à chaque fois assez différents. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont peut-être pas déprimants. Mais... Déprimants, non. Non, mais enfin, ils sont pas très gais. Quoi. Et à chaque fois, moi, je me fonds un peu dans... Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs. Je me fonds complètement dans le ou les personnages. Donc à chaque fois, je vis une vie un peu différente de la mienne. Et cet exercice-là d'aller en résidence, comme il le fait dans le livre, ou comme je le fais, enfin... C'est une façon de vivre une autre vie que la sienne, pour parodier le titre d'Emmanuel Carrère, c'est vrai, d'autres vies que la sienne. C'est une expérience qui n'est pas indispensable, de vivre une autre vie que la sienne. Mais en tant qu'auteur, je trouve que ce n'est pas inintéressant, une manière de sortir de son personnage, de ne pas raconter toujours la même histoire, et puis de se confronter à des réalités autres, quoi. Donc voilà, pour l'écrivain national, c'est un peu
c'est un peu, enfin, c'est un livre qui s'est écrit, qui est nourri de 15 ans d'anecdotes finalement, parce que ce que je trouvais intéressant moi, c'est d'y mettre de vraies anecdotes, c'est-à-dire des rencontres en médiathèque. Il y en a une qui se passe mal, non, qui se passe très mal. Et ça m'était arrivé pour UV, un roman, une sorte de suspense. UV, quoi. Bon, oui, c'est un suspense. Enfin, bon, moi, je l'ai relu. Enfin, je l'avais écrit il y a très longtemps, puis un jour, je suis retombé dessus, et je l'ai relu, et j'ai dit, tiens, quand même. Et alors, en le relisant, donc, non, parce que c'est pas mal? Oui, non, c'est pas que c'était pas mal, c'est en le retrouvant, parce que j'avais imprimé sur un tapuscrit, et en le lisant, je me dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai lu, en fait, pour savoir ce qui allait se passer. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je l'avais envoyé à 2-3 éditeurs qui avaient refusé. J'ai dit, je vais l'envoyer à d'autres, parce que 5 ans après, c'est pas normal. Enfin, si moi je suis un peu. Enfin, si moi j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce livre, c'est que je ne serais peut-être pas le seul. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors donc, c'est une intrigue, et en même temps, alors, comme souvent, enfin comme trop souvent, je trouve, vous mettez un film à la télé, ça commence par un meurtre. C'est une sorte de. Moi, parfois, j'aime bien regarder la météo à la télé le soir, après manger. Ça me rassure sur le lendemain, puis après j'éteins. Mais parfois, je vois le début du téléfilm qui arrive, quoi. Et c'est toujours la même scène. C'est un type par terre avec des flics, police scientifique qui se pensent dessus. Et puis bon, en gros, on comprend que on va passer 1h30 à savoir pourquoi il est mort, quoi. Bon, ouais. Et moi, je voulais faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un type qui est tué, mais on ne sait pas qui a tiré, on ne sait pas sur qui. Alors, il y a des indices dans le roman. Et ça, on me l'a reproché plusieurs fois en me disant « Mais vous n'avez pas le droit de ne pas nous dire qui a... » Et ça, je ne m'y attendais pas. La première fois que ça m'est tombé dessus. Et finalement, je m'y suis un peu habitué parce que c'est arrivé souvent. Et c'est allé jusqu'à Claude Chabrol, qui était tombé sur ce livre et qui avait envie de le faire, d'en faire un film, justement parce que j'ouvrais Enfin, il y avait une incertitude sur qui tirait sur qui. Et lui, ça l'amusait de faire jouer le rôle du personnage à son fils, et ça lui permettait de tirer sur son fils, enfin de tuer son fils à la dernière scène. C'est une manière de s'en débarrasser, enfin ça le faisait rire. Et d'une certaine façon, il y avait... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans leurs histoires de famille, surtout que Claude, hélas, n'est plus là, mais enfin, il avait vraiment envie de faire ce film pour ça, quoi, parce que lui avait sa réponse, et c'était le père qui tuait le fils. Bon, moi, ce que je voulais, c'est le père qui tue quelqu'un d'autre. Mais bon, okay, c'était une lecture. Et donc, par rapport à cette médiathèque, je disais, mais écoutez, parce que le reproche, c'était un auteur n'a pas le droit de ne pas dire qui a tiré sur qui, sinon c'est pas la peine de faire un livre. C'est à quoi je répondais, mais moi, je suis pas une balance. Donc, on déplaçait sur le terrain moral, et là, ça devenait compliqué parce qu'on sortait du livre. Et alors, une fois, ça s'est très mal passé, un peu comme dans le livre, parce que l'organisation de la soirée était différente, était moins pacifique que ce soir. On ne fait que commencer. Jusqu'à maintenant, oui. Mais le propos, c'était de demander à des gens du club de lecture, quoi, de lire un de mes livres et d'en faire l'article, si tant est que ça leur ait plu, pour donner envie aux autres, sachant que moi j'étais là à les regarder faire, ce qui était quand même surréaliste. Par chance, il y avait un bon jus d'orange, mais... alors, j'ai pas eu de chance parce qu'à chaque fois, celle qui prenait, ou celui qui prenait en charge le roman n'avait pas été tombé sur un qu'il n'aimait pas. Donc, c'était une catastrophe. Alors, en vivant ça, il y a une sorte de malaise. On se dit, le repas pour le dîner, ça va être compliqué avec la bibliothécaire après. Mais bon. Et puis, ça reste en tête. Et puis, il y a un moment, je vais le mettre en scène dans ce roman. Puis, et il y en a, voilà, il y a d'autres séquences aussi, comme le libraire. Le début, finalement. L'auteur arrive à la gare, comme à chaque fois, ça se passe un peu comme ça. Parce que, à moins de faire une tournée mondiale, où là, ça se passe plutôt à l'aéroport, mais un écrivain national, ça se passe à la gare, tant qu'il y a encore des trains, parce que
parfois, ça ne sait plus. Moi, je suis un habitué du Paris-Cahors, donc je connais bien la ligne, et je sais qu'il y a un moment, on voulait supprimer l'arrêt de Gourdon. Enfin, bon, donc à chaque fois que j'allais à Cahors, il y avait des manifestants qui se mettaient au milieu de la voie, à Gourdon, et qui arrêtaient le train, qui normalement ne s'arrête pas à Gourdon. Enfin bon, c'était surréaliste. Et j'ai fait de belles photos, d'ailleurs, parce qu'ils avaient toujours des banderoles, etc. Je les photographiais depuis l'intérieur. Bon, et là, un libraire vient vous chercher. Et alors là, le libraire, bien souvent, il sait qu'on va organiser une rencontre, comme là, d'ici une heure, une demi-heure. Et parfois, il y a des libraires, je l'ai compris plus tard, qui ne vous parlent pas à ce moment-là, parce qu'ils ont simplement peur d'éventer les questions éventuelles. Et aussi parce qu'ils peuvent avoir le stress. C'est-à-dire le stress, est-ce qu'il y aura plus de 2 personnes à la rencontre? Est-ce qu'il y aura bien les petits fours de chez Franprix? Enfin bon, et moi, au début de ces aventures, je pensais que le libraire était juste pas enchanté du tout de m'avoir invité, voire même qu'il s'était trompé d'auteur. Donc cette forme de scène un peu récurrente, je m'en suis servi, et c'est un peu la première scène, c'est-à-dire que le libraire vient le chercher en retard déjà, dans une gare TGV, et il lui dit pas un mot. Enfin bon, bref. Donc, d'une certaine façon, ces expériences donnent une forme de relief, de réalité, en tout cas, à cette histoire. Mais c'est toujours un peu comme ça. Ce sont les expériences qui vous inspirent un livre. Est-ce que c'était comme ça dès le début? Il y a, avec Vue, et vous citiez UV, est-ce que déjà, c'était les rencontres, les échanges, les voisins qui inspiraient les premiers textes? Vue, ça date de 98 déjà. Comme la médiathèque, non? 98. Oui, c'est dire si... Bon, c'est pas si... On la croirait moderne. On la croirait neuve. Comme les fauteuils. Oui. Mais je publie depuis 98, mais j'écrivais avant, et d'une certaine façon, je pense que... Enfin, pour moi, c'est une sorte de rapport au monde, être écrivain. C'est-à-dire que moi, je suis un observateur. J'aime bien regarder les autres. Enfin, je suis curieux, en fait. Oui, simplement, je suis curieux. C'est plus élégant de dire que je suis observateur. Il y a juste qu'à tout moment, j'ai besoin de savoir, y compris dans le train, celui qui est dans le siège, pourquoi il est là, où est-ce qu'il va, pourquoi il est habillé comme ça, moi, j'en avais un à côté, là, qui s'est endormi. Il s'est mis un pull sur la tête pour dormir. C'était assez terrorisant. Enfin, il ne s'en rendait pas compte. Et je l'ai vu pendant 1h30 comme ça. C'est juste à Châteauroux qu'il a enlevé. Parce que j'en ai vu son visage. Et en fait, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et puis il y a ceux qui sortent l'ordinateur, qui se mettent à travailler. Il y a ceux qui... C'est intéressant. Un simple wagon comme ce matin, on n'était pas très nombreux. Enfin, ce midi plutôt. Mais chacun a son dispositif. C'est quand même étrange. Pourtant, ils sont tous dans le même wagon, ils vont à peu près dans la même direction, mais il y en a qui sont organisés. Alors ça fait... En fait, ils sont chargés uniquement... D'ailleurs, j'en fais partie. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans le wagon? Oui, mais moi, je suis très chargé, mais une fois que je descends du train, comme j'ai épuisé des pâtisseries, des sandwichs et des jambons... Pas seul. Comment? Oui, je vous ai invité, parce que je prévois toujours assez large, quoi. Donc je suis assez mobilisé par le sandwich, enfin qui vire au repas, quoi. J'ai réinventé le Capitole, on va dire, d'une certaine façon. Donc je suis un peu la première heure jusqu'à Orléans, je suis occupé. On va passer... mais à partir des Aubrais, j'ai le temps de voir ce que font les autres, où ils en sont. Et alors, cette curiosité maladive, elle vient d'où? Je ne sais pas. Peut-être le fait d'être... je ne sais pas. Il faudra que je la psychanalyse. Alors que ça ne me semble pas indispensable à tout prix de savoir qui est dans le même wagon que moi. Enfin, je veux dire, et pourquoi ils vont là, quoi. C'est une façon de se raconter des histoires, mais en même temps, à force de déceler des indices, tu vois, un tel qui va voir la famille... ou tel autre qui va... Enfin bon, j'étais...
à Bourg-en-Bresse. Oui, et j'allais vers Lyon et il pleuvait il y a 2 ans. Enfin, ce train arrive, il n'y avait personne, sauf une jeune femme avec une poussette. Et fatalement, alors, le train était vide et je l'aide à monter la poussette. Et on se retrouve dans le même compartiment, parce que finalement, elle voulait que je sois dans le même, parce qu'elle avait peur. Enfin bon, quoi. Et elle se met à me raconter sa vie. En fait, elle allait voir son mari qui était en prison et retourner à Lyon. En fait, c'était... mais elle avait besoin de parler, quoi. Alors là, pour le coup, c'était presque l'inverse. J'avais presque qu'on arrête. Mais c'est une chance quand on se met à... Quand l'autre se met à se raconter comme ça. D'une certaine façon, si l'autre ne se raconte pas, moi je l'invente, ou je le détermine, ou je le devine. Et ça, c'est une attitude naturelle. De là, j'ai comme une collection. Ça me fait penser à Jean Carmet, qui était un comédien bien connu, et qui s'amusait, lui, à suivre. Mais parfois, il suivait même des gens dans la rue, quoi. Et il se retrouvait à des destinations où il n'avait pas du tout prévu d'aller, quoi. Et un jour, il tombe sur Depardieu qui était à la gare du Nord. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vas... Mais non, il ne prend pas le train, mais je suivais il dit, je collectionne les personnages. Il suivait un type qui avait une mallette, qui était genre banquier. Enfin bon. Mais je comprends... Enfin, moi, je ne vais pas jusque-là. Parce que vous écoutez les conversations des autres? Ah ben ça, c'est magnifique, ça. D'ailleurs, merci à l'inventeur du portable, parce que ça permet de plonger directement dans l'univers de l'autre, quoi. Et parfois, on est surpris par une présence qui est à côté, en face, dans le métro ou le train, et que j'ai pu imaginer tel ou tel. Quand la personne se met à parler, simplement le langage, la voix, l'intonation révèle toute une personnalité, une culture, et en même temps, on a des informations sur les enfants, ou ci, ou ça, ou le travail, ou je cherche un job. Ça, c'est une sorte d'incursion dans la vie des autres qui me comble, moi. Donc c'est pour ça, quand le contrôleur dit au départ, fermez vos portables, sur silencieux et machin, et allez parler sur la, comment il appelle ça, sur la plateforme. Pour toute conversation, je dis non, restez, ou alors on va tous sur la plateforme. Mais bon, et ces livres-là, ils sont remplis de ces de personnages que j'ai un peu dénaturés, que j'ai recomposés, que j'ai rassemblés, mais qui, bien souvent, partent d'éléments du réel et de choses observées. Et pourtant, on a l'impression effectivement que tout se passe dans les trains ou dans les métros et que vous écoutez, mais aucun ne se ressemble. C'est quand même aussi une volonté de ne... Alors, est-ce que c'est de ne pas vous ennuyer, pas ennuyer le lecteur aussi, ou c'est inconsciemment, vous n'avez pas envie de réécrire la même histoire dans le livre suivant, d'imaginer des personnages totalement différents? Alors, oui, c'est vrai qu'ils sont tous... Parce que UV... L'amour sans le faire, Vu, les nouvelles aussi. On a l'impression que quand même si Serge Joncour est toujours là, qu'il s'appelle Serge ou pas d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes histoires, les mêmes cadres, les mêmes époques même. Oui, mais ça c'est un peu embarrassant finalement, parce que ça... Je ne sais pas moi-même comment me classer, et je ne suis pas sûr que ça soit... Parce que vous voyez, j'aime bien lire Modiano, parce que j'attends de Modiano qu'il va du Modiano, je sais pas, ou du Duras. Enfin, il y a, en général, des auteurs ont un peu leur musique, leur univers, je ne sais pas. Non, mais j'ai pas dit ça. Si. J'ai pas dit que vous n'aviez pas de musique. Ah oui, non, mais enfin, c'est jamais le même instrument, quoi. C'est ça qui... Oui, mais ça fait un bel orchestre. Oui, sur la longueur, peut-être. Mais c'est un peu problématique, parce que certains libraires ou autres qui ont bien aimé l'humour de Vu ou de Lidl, quand j'arrive après avec L'amour sans le faire, bon, ça le fait. Oui, c'est presque pas le même auteur, mais d'une certaine façon, c'est pas vraiment le même auteur, parce que, enfin, j'ai le sentiment, moi, mais bon, c'est le cas de tout le monde, on mûrit, on va dire, pour rester optimiste, et on change, voilà, un peu comme tout le monde. Et peut-être que
j'ai eu enfin, j'ai un parcours pas très structuré, pas très organisé, qui fait que j'ai changé, y compris physiquement, enfin, en forme. Je veux dire, enfin, je suis passé de 120 kilos à 75. Enfin bon, il y a des tas qui font que je suis peut-être pas d'un livre à l'autre dans la même façon d'appréhender le monde, quoi. Parfois avec plus de... Je crois que pour écrire l'idole ou UV, il faut être en forme. Il faut avoir confiance en soi. D'ailleurs, ils sont moins épais. Et quand on va moins bien, on fait un livre plus gros, évidemment, parce que on prend le temps de travailler, on a moins envie de sortir, de voir du monde. On est plus dans le ressassement. Et ça donne L'amour sans le faire ou L'écrivain national, qui sont plus gros. Après, je crois qu'il y a une notion de... Il y a une jeune femme qui a fait une thèse qui était intéressante à lire comme ça sur le rapport de l'auteur au corps, c'est-à-dire enfin du corps de l'écrivain et du retentissement que ça pouvait avoir dans ce qu'il écrivait. Et elle arrivait à dégager comme ça des sortes de lignes de force. Bon. Alors évidemment, si Proust avait été un grand sportif, il ne nous aurait pas enquiquiné pendant 300... Non, enfin je veux dire ça. Non, je parle de... Enfin, dans le jardin de la grand-mère. C'est vrai que bon... il y a un moment, moi j'aurais bien aimé, alors les bottines, la Madeleine, c'est pas bien, mais j'aurais bien aimé qu'il sorte un ballon et qu'il joue au rugby avec le fils de soi, enfin, vous voyez, ou avec le père soi, enfin, je sais pas. Enfin, il y a un moment, le rapport au corps détermine un auteur, quoi, d'une façon évidente. Après, je ne pense pas que ça participe d'un choix. Je ne pense pas qu'il y ait des auteurs qui se disent tiens, je vais faire du moi-même, quoi. Chacun est dans sa cohérence. Proust l'a essayé d'une façon définitive. Duras aussi. Alors, en fait, sinon, les deux premiers de Duras, qui sont un peu des romans, un peu comme L'amour sans le faire, finalement, ça se passe à la campagne, du côté dans le sud-ouest. Et c'est des romans plutôt agricoles, on va dire. Je crois que c'est La vie tranquille, hein, je crois, parce que parfois on s'en sert pour faire on se piège entre nous en faisant des diagnostics à l'aveugle sur des livres. On prend un extrait, comme on fait goûter un vin, on dit ça c'est de qui. Bon. Et Duras, c'est impossible. Toute la production de Duras, on sort même un paragraphe, on reconnaît sa musique, quoi. Et au-delà de ça même, on l'entend, puisque on a eu la chance de l'avoir, de l'entendre à la télé, à la radio, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs, hein, mais pour cause. Mais Duras, et puis elle est une présence très forte, quoi. Donc, voilà. Sur les deux premiers, pas du tout, sur ces deux premiers romans. Mais pour le reste, c'est une sorte de systématique comme ça. Bon, moi, il n'y a pas ça, mais je ne prends pas. Enfin, je veux dire, je ne m'en valorise pas. Simplement, c'est un manque d'équilibre. C'est un thermostat psychique qui n'est pas. Vous savez, c'est comme dans les trains, quoi, j'y reviens, mais c'est marqué chaud-froid, la climatisation. En fait, ça ne sert à rien, quoi. C'est factice, quoi. Moi, de la même façon, j'ai une sorte de thermostat psychique qui n'est pas. Je ne sais jamais quand je me réveille et avec qui je vais me retrouver à passer la journée. Mais les personnages, vous les créez d'abord. Vous vous dites pas forcément qu'il y a une histoire, mais qu'il y a des gens. Ce sont les gens, les lieux, l'expérience. Qu'est-ce qui vient là? Parce que vous êtes en train d'en écrire un et vous parlez de deux personnages. C'est d'abord les personnages. Est-ce que c'est la même chose pour L'amour sans le faire aussi, qui est deux personnages, un homme, une femme, un lieu, la campagne? Comment ça s'imbrique, ça? Des personnages et un décor, oui. Il faut avoir une sorte de rencontrer son personnage, comme on peut rencontrer quelqu'un. Moi, j'aime bien savoir comment les gens se sont rencontrés. Enfin, les couples, forcément, puis comment ça s'est passé, quoi. J'aime bien. Donc, j'aime bien, du coup, se faire rencontrer deux personnages qui, a priori, n'avaient rien à voir. C'est encore plus intéressant. Et les observer un peu comme un entomologiste regarde faire ces insectes-là. Mais bon, moi, je pars de deux personnages, deux ou trois, enfin, ça dépend, ou parfois un seul, et puis
l'exemple le plus caractéristique, c'est l'idole. J'avais l'idée de faire un personnage sans vraiment l'imaginer, mais bon, je lui prêtais mes traits, en tout cas au début. Et c'est un homme qui sort de chez lui un matin et qui est célèbre, mais il ne sait pas pourquoi. Et les gens le reconnaissent, lui disent c'est formidable, mais j'ai rien fait. Non, mais si, non, mais soyez pas modeste. Mais je n'ai rien fait. Enfin, bon, allez. Et donc, le point de départ, c'était ça. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux faire un roman avec ça? Et pour savoir si c'est possible, je vais le faire. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est fait, bien fait, etc. Mais enfin, toujours est-il que je tiens l'intrigue comme ça sur ce personnage qui est célèbre et personne ne sait pourquoi. Et d'une certaine façon, quand j'invente ça, j'invente rien. C'est un peu ce qui m'arrive quand je regarde la maison de la presse, où je vois des gens en couverture, toutes les révélations sur Kim Kardashian, par exemple. Mais je ne sais toujours pas qui c'est, en fait. Kim Kardashian, ce nom, je le connais. Mais vous me mettriez des photos de Kim Kardashian, je ne saurais pas à quoi elle ressemble. C'est dommage parce qu'elle est assez spectaculaire, quand même. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Enfin, je sais pourquoi elle est connue, célèbre, enfin, universellement apparemment. Enfin, il y en a d'autres. Aujourd'hui, ça va avec Internet. On présente dans les magazines ou à la télé ou que sais-je, Enjoy Phoenix ou je ne sais pas qui c'est, mais il y a des millions de vues, on me dit. Hein. J'entendais un reportage à France Inter, 125 millions de vues sur Enjoy Phoenix. Bon, ben, elle fait quoi? Rien. Elle fait des tutos sur Internet sur le maquillage. Ah bon, et ça, c'est un phénomène qui est très récent. Bon, moi, je l'ai écrit en 2002-2003. C'était un peu l'amorce de ces choses. Mais pour le coup, on est en pleine... Enfin, je veux dire, on est même au-delà, quoi. Et d'une certaine façon, mon hypothèse, un peu derrière tout ça, c'est que le système médiatique a besoin de personnalité pour alimenter les émissions. Il faut créer du people. Parce qu'à un moment, on invite des people dans les émissions pour qu'ils fassent le buzz. Mais pour qu'il y ait du buzz, il faut qu'il y ait des people. Et pour qu'il y ait des people, il faut inventer des people. Alors, on les prend n'importe où. C'est une sorte de commerce, d'industrie du people, quoi. Mais moi, je porte pas un jugement de valeur. Moi, parfois, je peux regarder des émissions un peu à la con, sans trop de complexe, quoi. Et, bon, ça vole pas très haut, mais enfin, parfois, ça fait du bien, ça repose, quoi. Donc, sans m'en rendre compte, je ne faisais que répéter ce que nous montrait l'époque, quoi. Et là, pour le coup, le personnage, alors il était au chômage, ça permettait de régler la question de pourquoi il ait du temps libre. Ouais. Donc c'est un peu un personnage, on va dire, en trompe-l'œil, quoi, hein. Mais parfois il y a des personnages, comme dans L'amour sans le faire, par exemple, ou L'écrivain national, où le personnage, je le décris, je le dépeins d'une façon précise, en donnant des éléments biographiques et en le structurant par une psychologie et puis par une histoire. Et là, pour le coup, autant il est un peu factice dans l'idole, autant dans L'amour sans le faire, c'est un personnage avec du relief et qui, pour le coup, se met à exister comme quelqu'un qu'on connaît, quoi. Enfin, moi, en tant qu'auteur, quand je l'écris pendant 2 ans, ce personnage, c'est une fréquentation que je visite tous les jours. Donc. Et pour le coup, au fur et à mesure de l'écriture, je l'alimente à nouveau. Il devient comme quelqu'un de vrai. C'est peut-être pour ça que parfois, le cinéma vient me voir. C'est arrivé plusieurs fois. Il y a 3 films qui ont été faits à partir de ces romans, mais il y en a d'autres qui sont en cours. Et je ne pense pas que ce soit avant tout pour les intrigues, les spectaculaires. Non, il y a des auteurs pour ça, hein, qui le font mieux que moi, mais c'est simplement parce qu'il y a des personnages. Et dans L'écrivain national, j'ai un producteur qui m'a fait rencontrer plusieurs réalisateurs. Voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé quel réalisateur pour faire le film, si on arrive à le faire. Mais à chaque fois, on a parlé de ça, des personnages. La patronne de l'hôtel, qui n'est pas un personnage
principal, mais cet écrivain est reçu dans un hôtel. Et il y a une patronne de l'hôtel que j'ai inventée, moi, simplement parce qu'il fallait bien que cet auteur vive quelque part. Donc un hôtel, et il me fallait une sorte de personnalité un peu symbolique de l'hôtel, comme ça, le grand monarque. C'est une femme voilà, qui tient cet hôtel depuis toujours, qui tient de famille, son mari fait la cuisine, enfin bon, bref. Et sans me rendre compte, je l'ai alimenté, cette bonne femme-là, qui est presque bienveillante avec cet auteur. Et à chaque fois, alors j'ai vu Anne Fontaine, j'ai vu Jean-Pierre Améris, Mathieu Amalric, enfin à chaque fois, alors que le personnage central, il parlait de la patronne de l'hôtel. Et je suis sûr que si Chabrol était encore des nôtres, je lui aurais fait lire, évidemment. Et il m'aurait parlé de la patronne de l'hôtel. Parce qu'on y mange bien dans cet hôtel, tout ça. Et pour le coup, ça, quand on raisonne en termes de film, ça permet de dire, tiens, il n'y a pas que le rôle principal. Quand on fait un film, il y en a plein des rôles. Et à chaque fois, il faut donner envie aux comédiens de les incarner, ces personnages. Donc moi, sans m'en rendre compte, je fabrique des personnages. Le patron du bistrot aussi, ou le bûcheron, ou le neveu. Enfin bon. Et ça, ces personnages-là, moi, je crois les inventer, mais en fait, c'est une compilation de... Alors, bon, on est dans un très bon hôtel, mais je sais que je ne m'en servirai pas du réceptionniste. Ou alors, ça peut être un roman comique, hein, parce que il est balèze, quoi, parce que je lui ai demandé, non, mais c'est pour l'anecdote, parce que j'ai peur que... Parfois, je me demande si c'est moi qui ne vais pas bien. Il n'y avait qu'un petit oreiller tout mince dans ma chambre. Donc, je redescends, je lui dis, écoutez, est-ce que vous n'auriez pas un oreiller supplémentaire, quoi. Et c'est comme si je lui ai demandé une bicyclette ou 1 kilo de tripes. Ça lui semblait extravagant. Je lui ai dit, bah oui, un oreiller supplémentaire, ouais. Même 2, quoi. Oh, là, non. Il dit, on n'en a pas, on a trop de clients. Ouais, mais alors, est-ce qu'il y a plus de clients que de lits? Enfin bon, ça devient... Donc il me l'a promis, je suis redescendu 2 fois, j'ai même appelé sur le 9. En partant, il regardait la télé, je ne voulais pas le déranger, mais je lui ai dit quand même, je peux y compter sur l'oreiller? Oui, il y en aura un. Bon, à la limite, lui, mais alors c'est pas dans la bienveillance, ça pourrait être dans... Si vous voulez mettre en scène un personnage... Il n'est pas là ce soir, non? Disons que ça met en condition, quoi, quand vous faites rentrer votre personnage dans un hôtel. Si tout se passe bien... Oui, parce qu'en fait, des hôtels, il y en a pas... Dans le prochain, il y en a une scène d'hôtel. Là, je ne suis pas complètement en confiance. Je sais qu'il ferme à 22h, il m'a dit, il va falloir manger... J'ai le code, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Puisque... Et puis d'ici que je sois rentré, peut-être qu'ils m'auront piqué le seul oreiller que j'avais. Je n'ai pas pensé à le planquer, mon oreiller, j'aurais dû. En fait, souvent, je devrais voyager avec mon oreiller. Mais je le pense vraiment. Hein. Je pense que je vais finir par le faire. Parce que là, Limoges m'aura convaincu de ça. Pourtant, Limoges, c'est une ville que je connais bien, que j'aime beaucoup. Je pense que si vous avez un oreiller supplémentaire, ce serait sympathique de le laisser à la sortie, ça rendrait service. C'est un détail, mais enfin, ça dit pas mal de ma relation avec ce réceptionniste. Comment dirais-je, on communique, mais il faut apprendre à se connaître. Alors que parfois, c'est très naturel. Et parfois même, il y a un oreiller supplémentaire qui est dans une armoire. Mais bon, là, l'armoire, elle doit être dans la chambre d'à côté. Mais enfin, il n'y a pas... Mais bon, en même temps, moi, je ne vais pas rester là 15 jours. Hein. Je n'ai pas besoin d'armoire. Hein. Et la table non plus, c'est pas... Il y a une télé, il n'y a pas la télécommande. Mais enfin, on n'est pas obligé. Franchement, on peut se lever quand même pour changer les chaînes. Surtout s'il n'y a pas d'oreiller. Mais... Je pense que vous avez eu raison d'être écrivain quand même, parce qu'il se passe toujours des choses. Mais alors, quand le héros s'appelle Serge et qu'il est écrivain, c'est aussi facile de l'écrire que d'écrire la patronne de l'hôtel, la médiathécaire ou la bibliothécaire, la libraire, le libraire. Ah bah oui, parce qu'à partir du moment où on les voit un peu, ces personnages, on peut tout le... Même Serge, enfin le héros, je veux dire. Oui, à la limite, le héros, c'est plus en... Parce le héros, on ne veut pas trop lui... Parce qu'après, vous savez, c'est les règlements de compte en famille. Si on lui fait une mère ingrate, alors bon, c'est pour peu qu'elle lise le livre après, ça fait des histoires. Ça, c'est la perception après qui... Enfin, il y a des auteurs qui sont très à l'aise avec ça, sans parler de l'autofiction, où les auteurs... d'une certaine façon, on livre leur vie. Là.
Moi, par rapport à moi, j'ai toujours la mère acariate, je vais la passer au réceptionniste d'hôtel, hein, qui lui donnait pas d'oreiller quand il était mort. Et moi, je décharge un peu comme ça. Donc, on peut se retrouver. Mais sur l'écrivain national, où là, il est à la première personne, parce que quand on commence à écrire un roman, finalement, la question la plus importante, c'est de savoir si j'écris à la première personne ou si j'écris au il, quoi. Et à partir de là, ça engage, ça oriente complètement l'architecture et la dynamique du roman, quoi, parce que si je suis au jeu, nécessairement, il va falloir que je sois là tout le temps. C'est compliqué qu'il se passe quelque chose en dehors de ma présence, ou alors il faut que je le raconte. Enfin bon, vous voyez. Mais en même temps, je peux plus facilement dire, tiens, je trouvais qu'il faisait trop chaud et que cette chaise était un peu... Est-ce qu'elle ferait un bon oreiller, cette chaise? C'est sa façon. Et, alors que quand on est au il, on peut le laisser et puis aller sur elle qui fait autre chose et puis sur un autre. Vous voyez, on est omniscient, on est Dieu, quoi. Alors que quand on est sur le jeu, on est un peu toujours attaché à ce. Alors soit le jeu est très directement proche, soit il est un peu fictionné, on va dire, un peu inventé, mais il n'empêche que c'est comme une entrave. En même temps, moi parfois j'ai le sentiment d'être plus sensible à un roman qui est écrit à la première personne, parce que j'ai le sentiment que c'est le personnage ou l'auteur qui me parle en direct. Et je ne sais pas, il faudrait faire une statistique, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il y a de plus en plus de romans à la première personne ou pas? Je sais pas. Probablement quand même, je trouve. Puisqu'il y a comme une attente de ça. Enfin bon, bref. Mais le prochain, il sera à la troisième personne, c'est comme ça. Parce que j'ai déjà fait l'expérience de me dire, tiens, une fois que le roman est écrit au livre, je vais l'écrire au jeu. Une naïveté totale, c'est impossible. Impossible. Et pourtant, vous réécrivez. Oui, je réécris de façon permanente, mais en même temps, j'ai que ça à faire. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait ce choix-là d'écrire avant même d'être publié, donc c'est une sorte de vice, quoi. Enfin, c'est comme j'ai un voisin qui est violoncelliste, vous savez, ce qui fait que qui est un concert, enfin, qui est un vrai bon violoncelliste, on va dire, qui joue avec des tas de musiciens et d'orchestres. Mais il fait que ça, et à la limite, plus que moi, parce que lui, on l'entend. Enfin bon, il a insonorisé maintenant, mais il y a un nouveau voisin qui s'est mis au violon. J'ai pas de chance. Hein. Et le violon, ça n'a pas l'air, mais ça, à travers les murs, ça passe un peu quand même. Hein. Et d'une certaine façon, c'est un peu... les instrumentistes passent leur temps à jouer, ou à répéter, ou à s'entraîner. Enfin bon... Moi, en tant qu'auteur, j'ai le sentiment d'écrire par moments, c'est-à-dire que je suis à la page 100 et je vais aller le soir jusqu'à la page 120. Il s'est passé ça et ça. On est passé de Paris à Limoges. Et puis voilà. Et puis parfois, je vais revenir de la page 70 à la page 80 pendant une semaine pour l'affiner et pour la polir, pour la régler, quoi. Donc il y a deux écrits. En fait, il y a deux façons d'écrire. Il y a la façon un peu inconsciente, qui procède un peu du rêve, quoi, qui est d'avoir l'intuition d'un personnage et de son contexte, et de se lancer en se disant, tiens, je vais le faire rencontrer, et puis après, un tel, et puis un tel va lui poser telle question, et ça va partir, je ne sais pas où. Et ça se passe comme ça, comme une sorte de rêve qu'on arrive à peu près à orienter. Sauf que parfois, quand je me suis mis à écrire, je n'ai pas décidé que j'allais aller là. Et 20 pages après, je suis là. Et puis après, ça se prolonge comme ça. Et c'est ma façon de travailler à moi. Donc il y a une sorte de bloc de 300 ou 400 pages qui existe. Et après, je passe de 6 mois à le rafistoler, à le réorienter, à le réaménager. Parce qu'on peut aussi faire changer, en l'écrivant, faire changer son personnage, le rendre un peu plus... antipathique ou sympathique, enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui sont possibles. Donc du coup, ça devient, pour un auteur, quand il a son histoire qui existe, c'est comme un jeu, enfin, de ne faire que le régler en permanence. Et du coup, ça devient difficile à un moment de l'arrêter.
Et c'est pour ça que j'ai toujours un problème à trouver une fin, parce que je n'arrive pas à m'en défaire de mes histoires. C'est pour ça que dans UV, il n'y a pas de fin, vraiment. Oui, voilà, parce que dans L'amour sans le faire, elle est mince, mais enfin, c'est ce qu'on appelle la porte ouverte. Il y a un moment, c'est comme quand on quitte quelqu'un, on ne sait pas toujours, on peut imaginer ce qui va se passer ça. Et en même temps, ça c'est une sorte de débat qu'on a en tant qu'auteur à avoir avec soi-même. C'est est-ce que je donne une fin précise, délimitée, et ça s'arrête là? Mais en même temps, c'est pas possible, puisque moi j'écris sur des personnages qui sont un peu réalistes. Donc ils continuent à vivre après le roman. Enfin, je veux dire, eux, ça fait 4 ans que j'ai arrêté le roman, mais il s'est passé des choses. Et là où je me fais rattraper par cette question-là, c'est que quand un producteur de cinéma me dit tiens, j'ai envie de faire un film de ça, et à partir de là, on peut même en rajouter par rapport au roman. Enfin, bon. Quand un roman est fini, c'est pas pour autant que leur histoire elle est terminée. Surtout que vous travaillez sur les scénarios volontiers. Oui, volontiers. Peut-être pas volontiers. Si, J'ai dit volontiers. Volontiers au début, mais au bout de 3 mois, on s'est fait... Parce que écrire en tant que scénariste, c'est écrire et montrer en permanence à quelqu'un d'autre. Alors que quand on est auteur, on montre pas, enfin bon, en général, on montre pas, sauf il y en a qui montrent à leur époux, à leur femme, à leur mari, enfin à un proche, mais pas tant que ça finalement. Je connais un peu des auteurs, on en discute. On le garde plutôt pour soi, et puis il y a un moment où on le montre à son éditeur éventuellement. Enfin oui, il y a un moment il faut le montrer à l'éditeur. Ça c'est implacable, mais c'est comme ça, quoi.